En novembre 2025, une décision militaire a fait basculer l'architecture régionale ouest-africaine. Un retrait net d'un bloc vieux de 50 ans, suivi d'un réalignement stratégique, a créé un contraste brutal entre intégration collective et souveraineté revendiquée, avec des effets immédiats sur la carte maritime et sécuritaire. Que signifie ce basculement pour les États voisins? Et pourquoi le modèle incarné par Ibrahim Traoré devient-il soudain un point de référence au-delà du Sahel? Un ordre se fissure, un autre tente d'émerger. Cette analyse propose une lecture claire d'un moment charnière, sans dramatisation inutile, ni slogan idéologique. Elle vise à expliquer pourquoi un retrait institutionnel apparemment isolé devient un test grandeur nature pour l'ordre régional ouest-africain. Pour le spectateur, l'enjeu est simple. Comprendre en 10 minutes ce que d'autres récits dispersent en fragments contradictoires et saisir comment ces choix affectent sécurité, commerce et marge de manœuvre politique. L'histoire ne se limite pas à une décision nationale. Elle engage la crédibilité d'un système bâti sur la coopération économique, la médiation des crises et la sécurité collective. Lorsque ce système est défié sans coût immédiat, un précédent s'installe. D'autres capitales observent, évaluent, comparent. Dans ce contexte, chaque mouvement devient un signal. Quitter un bloc, rejoindre une alliance alternative, redéfinir des partenariats. Ces actes reconfigurent les attentes, pas seulement les frontières diplomatiques. Ce qui suit décrypte les mécanismes à l'œuvre, les promesses affichées et les fragilités cachées afin de distinguer le symbole durable du pari risqué. Près de 50 ans après sa création, un pilier régional a été contourné en quelques semaines sans sanction décisive ni retour en arrière immédiat. Dans le même mouvement, 3 États sahéliens enclavés ont vu s'ouvrir un accès maritime stratégique modifiant un équilibre que beaucoup pensaient figé. La décision de la Guinée-Bissau de quitter l'organisation régionale ne relève pas d'un geste improvisé. Elle s'inscrit dans une séquence plus large de contestation de l'ordre postcolonial en Afrique de l'Ouest. Coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, sanctions ignorées ou levées, retrait progressif des forces françaises. Chaque étape a érodé l'autorité du cadre multilatéral existant. Le départ formel de Bissau transforme ces tensions latentes en actes politiques assumés. Le contexte intérieur du pays éclaire ce choix. Institutions fragiles, instabilité chronique, dépendance économique et routes de trafic transnationales ont longtemps limité la capacité de l'État. Dans ce cadre, l'argument selon lequel l'organisation régionale n'a pas assuré sécurité ni développement trouve un écho réel, même s'il reste incomplet. Quitter le bloc est présenté comme une reprise de contrôle, mais aussi comme une rupture avec un système perçu comme aligné sur des intérêts extérieurs. Ce mouvement intervient alors qu'une alliance militaire alternative se consolide. L'alliance des États du Sahel se définit par la priorité donnée à la souveraineté, à la survie des régimes militaires et à des partenariats non occidentaux. L'accès côtier de la Guinée-Bissau devient dès lors un multiplicateur stratégique, offrant des routes commerciales et un levier symbolique à ce bloc. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré entre en résonance. Son discours de souveraineté et de rejet des conditionnalités extérieures sert de référence idéologique bien au-delà de son pays. La question centrale demeure. Ce réalignement crée-t-il une force durable ou expose-t-il la région à une fragmentation plus profonde? Pour comprendre les effets immédiats de ce réalignement, il faut quitter les déclarations officielles et suivre un personnage discret mais central, le responsable logistique chargé des flux portuaires à Bissau. Son rôle n'est pas politique. Pourtant, ses décisions quotidiennes traduisent déjà le changement de cap. En quelques semaines, les priorités ont évolué, passant d'une coordination régionale routinière à une logique d'anticipation stratégique, attentive aux nouvelles routes et aux nouveaux partenaires. Pour commencer, regardons un premier micro-cas, la gestion des accès portuaires. Là où les procédures étaient alignées sur des normes régionales harmonisées, les autorités testent désormais des arrangements bilatéraux plus souples. Cela accélère certains flux, mais introduit aussi de l'incertitude pour les opérateurs habitués à un cadre stable. Les délais varient, les garanties changent et l'adaptation devient la norme. Puis, un deuxième micro-cas,
la coopération sécuritaire locale. Des officiers décrivent un glissement rapide des priorités, avec un accent accru sur la protection d'infrastructures clés plutôt que sur la coordination multilatérale. Cette réorientation répond à une logique de souveraineté immédiate, mais elle réduit les mécanismes de partage d'informations auparavant assurés par le cadre régional. Ces impacts précoces ne sont ni spectaculaires ni catastrophiques. Ils sont graduels, techniques, parfois invisibles au grand public, pourtant ils signalent une transition réelle. L'État ajuste ses pratiques avant même que les bénéfices annoncés ne se matérialisent. Le changement se joue moins dans les discours que dans ses ajustements opérationnels. Les symboles changent vite, mais les coûts apparaissent plus lentement. L'activation commence par un geste administratif, en apparence banal. Une notification formelle est transmise, sans négociation prolongée ni calendrier dilatoire. Le message est bref, juridiquement clair, politiquement chargé. En quelques jours, les relais diplomatiques confirment que le retrait ne sera ni suspendu ni conditionné. Cette rapidité surprend les chancelleries habituées à des sorties théâtralisées mais réversibles. Ici, le mouvement est conçu pour être irrévocable. Le deuxième temps s'enclenche presque simultanément. Des contacts discrets s'intensifient avec les capitales sahéliennes engagées dans l'alliance alternative. Les échanges portent d'abord sur la sécurité des corridors et l'accès portuaire, puis s'élargissent aux mécanismes de coordination politique. Les déclarations publiques suivent, cadrées autour de la souveraineté et du rejet des ingérences. Le récit est cohérent, répété, calibré pour l'opinion intérieure comme pour les partenaires extérieurs. La sortie n'est pas présentée comme une fuite, mais comme une réaffirmation. Le climax survient lorsque l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel est annoncée. Ce moment transforme une décision nationale en événement régional. Pour les États enclavés, l'accès atlantique change la donne logistique et symbolique. Pour l'organisation quittée, c'est un coup porté à sa crédibilité. L'un de ses membres part sans coup immédiat visible. La séquence est observée avec attention à Bamako, Ouagadougou et Niamey, mais aussi à Abuja et Dakar, où l'on mesure l'ampleur du précédent. Dans cette phase culminante, la référence au Burkina Faso devient explicite. Le discours politique s'aligne sur une grammaire déjà éprouvée. Contrôle des ressources, primauté de l'État, méfiance envers les conditionnalités financières. Ibrahim Traoré est cité comme incarnation d'une ligne dure assumée, capable de mobiliser une jeunesse lassée des promesses non tenues. L'inspiration est revendiquée, même si les contextes nationaux diffèrent profondément, viennent ensuite les répliques. Elles ne prennent pas la forme de sanctions immédiates, mais d'ajustements progressifs. Les partenaires traditionnels réévaluent leur programme. Les institutions financières marquent une pause prudente. Les acteurs régionaux recalibrent leur position, certains renforçant leur attachement au cadre existant, d'autres explorant des options hybrides. Le silence relatif qui suit l'annonce est trompeur. Il s'agit d'un temps d'observation stratégique. Sur le terrain, les administrations nationales doivent traduire la rupture en procédures concrètes, accords commerciaux, dispositifs de sécurité, coordination douanière. Chaque dossier révèle des zones grises. L'absence de mécanismes éprouvés oblige à improviser, parfois à renégocier dans l'urgence. Les gains potentiels sont réels, mais différés. Les frictions, elles, sont immédiates. La ligne des événements montre ainsi une chose essentielle. Ce basculement n'est ni un accident, ni un simple symbole. C'est une séquence construite, pensée pour produire un choc politique, puis tester la capacité du nouvel alignement à tenir dans la durée. Avant la rupture, le cadre régional fonctionnait selon une logique cumulative, construite sur près de 50 années d'intégration progressive. Les échanges intra-régionaux restaient limités, mais les mécanismes de coordination sécuritaire et diplomatique offraient un socle commun. Après la décision, ce socle ne disparaît pas instantanément, mais son effet mesurable diminue, étape par étape, à mesure que les routines cessent d'être partagées. Un premier indicateur concerne la temporalité politique.
Là où les crises précédentes donnaient lieu à des semaines de médiation, la séquence récente s'est jouée en quelques jours décisifs. Ce raccourcissement du temps d'arbitrage signale une perte de capacité collective à ralentir ou infléchir une décision souveraine. Le passage d'un processus étalé à une action rapide marque un changement structurel dans le rapport de force institutionnel. Un deuxième indicateur concerne la géographie stratégique. 3 États sahéliens, jusqu'alors enclavés, se trouvent indirectement connectés à l'Atlantique. Ce basculement ne crée pas immédiatement des flux massifs, mais il modifie les calculs de dépendance. Avant, l'accès maritime passait par plusieurs corridors sous contrôle de partenaires restés dans le bloc régional. Après même, une alternative théorique existe, même si elle exige des investissements et des capacités encore absents. Un troisième indicateur concerne la réaction des mécanismes de sanction. Dans les épisodes récents, les mesures punitives ont été soit levées, soit contournées, sans renversement des régimes concernés. Cette inefficacité mesurable affaiblit la crédibilité dissuasive du système. Lorsque le coût attendu d'une sortie devient inférieur aux bénéfices politiques perçus, l'équation change pour d'autres capitales tentées par une trajectoire similaire. Un quatrième indicateur concerne l'alignement discursif. Le vocabulaire de la souveraineté, du rejet des conditionnalités et de l'autonomie stratégique s'impose dans plusieurs déclarations officielles, au-delà des frontières nationales. Cette diffusion rapide du cadre narratif, inspirée par des figures comme Ibrahim Traoré, agit comme un multiplicateur idéologique. Elle ne garantit pas des résultats économiques, mais elle renforce la cohérence interne des choix politiques. Enfin, l'écart le plus révélateur concerne la capacité matérielle. Les promesses d'infrastructures, de sécurité collective et de développement autonome supposent des ressources financières, techniques et institutionnelles importantes. Avant, ces ressources étaient partiellement mutualisées ou soutenues par des partenaires extérieurs. Après, elles doivent être mobilisées autrement, avec un risque accru de goulets d'étranglement. L'écart entre ambition affichée et moyens disponibles devient ainsi un point de tension mesurable dans le temps. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un avant et un après net, mais incomplet. Le changement est réel, observable, quantifiable dans ses effets initiaux. Il reste cependant à démontrer que la trajectoire nouvelle peut produire des gains durables au-delà du choc symbolique. Les défenseurs du réalignement avancent 2 arguments solides. Le premier affirme que le cadre régional existant a failli à ses missions fondamentales. Malgré des décennies d'intégration proclamées, l'insécurité s'est aggravée. Les économies sont restées dépendantes des exportations primaires et les sanctions n'ont pas restauré l'ordre constitutionnel. Dans cette lecture, quitter le bloc n'est pas une rupture irresponsable, mais une correction rationnelle face à un système inefficace. Le second argument met en avant la souveraineté comme condition préalable au développement. Selon cette thèse, les conditionnalités imposées par les partenaires extérieurs et les institutions financières ont limité l'autonomie des États, contraignant leur politique publique. En s'alignant sur une alliance militaire partageant cette vision, les gouvernements espèrent reprendre le contrôle des priorités nationales, protéger leurs ressources et définir leur propre trajectoire, à l'image du discours porté par Ibrahim Traoré. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Les limites du multilatéralisme régional sont réelles, et la frustration populaire face à l'insécurité et à la stagnation économique n'est pas fabriquée. Cependant, une réponse fondée sur les faits nuance fortement cette lecture. D'abord, l'échec du cadre régional ne signifie pas que l'isolement ou la fragmentation produisent mécaniquement de meilleurs résultats. Les États les plus fragiles sont aussi ceux qui bénéficièrent le plus des mécanismes de coordination, même imparfaits. Ensuite, la souveraineté proclamée ne remplace pas les capacités concrètes. Sans administration efficace, financement stable et expertise technique, les marges de manœuvre restent théoriques. Enfin, l'alignement idéologique comporte un risque de dépendance alternative. Se détourner d'un ensemble de partenaires pour s'appuyer sur un autre ne supprime pas les asymétries de pouvoir, il les déplace. Les expériences récentes montrent que l'autonomie stratégique ne se décrète pas. Elle se construit lentement, souvent par des compromis. La tension centrale demeure donc intacte.
Entre la promesse séduisante d'une souveraineté retrouvée et la réalité exigeante de la gouvernance, l'écart est le véritable champ de bataille. À ce stade, un élément devient décisif. L'accès côtier change tout. Ce point de bascule ne concerne pas seulement des routes commerciales ou des cartes maritimes. Il redéfinit la crédibilité même de l'alliance alternative. Jusqu'ici, l'alliance des États du Sahel portait un discours de rupture, mais restait contrainte par la géographie. L'enclavement limitait sa capacité à traduire la souveraineté proclamée en levier concret. Avec une ouverture atlantique, cette limite s'atténue, au moins en théorie. Cette révélation modifie aussi la perception extérieure. Un bloc sans accès maritime peut être marginalisé. Un bloc relié à l'océan devient un acteur potentiel des flux régionaux, énergétiques et sécuritaires. Les calculs changent à Abuja, à Dakar, mais aussi au-delà du continent, là où l'influence se mesure en point d'entrée et en capacité logistique. Pour les dirigeants sahéliens, ce moment valide une stratégie patiente. Il renforce l'idée qu'une alternative à l'ordre régional dominant n'est plus seulement idéologique, mais structurelle. Le récit gagne en cohérence et la démonstration en poids symbolique. C'est dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Son discours n'apparaît plus comme une posture isolée, mais comme une pièce d'un ensemble en construction. La mi-parcours révèle ainsi une vérité simple. Le débat ne porte plus sur la contestation de l'ancien ordre, mais sur la capacité du nouveau à fonctionner. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. Quitter un cadre régional éprouvé réduit l'accès automatique aux mécanismes de médiation, de coordination sécuritaire et de représentation collective. À court terme, la marge de décision nationale s'élargit. À moyen terme, l'absence d'arbitrage commun accroît le coût des crises bilatérales et multiplie les négociations ad hoc. Les gouvernements gagnent en liberté formelle, mais perdent un amortisseur en cas de choc politique ou sécuritaire. Pour les entreprises, l'effet est plus immédiat. Les opérateurs régionaux doivent composer avec des règles en transition, parfois floues. Les chaînes d'approvisionnement, autrefois pensées à l'échelle d'un marché intégré, se fragmentent. Certains acteurs opportunistes profitent en fait de la souplesse nouvelle pour négocier des accords ciblés. D'autres, plus exposés, reportent leurs investissements face à l'incertitude réglementaire. Le risque n'est pas l'arrêt brutal des échanges, mais leur renchérissement progressif et leur imprévisibilité. Pour les populations, les conséquences sont diffuses mais réelles. Les promesses de souveraineté et de développement rapide nourrissent des attentes élevées, notamment chez les jeunes. À court terme, le discours mobilise et redonne un sentiment de contrôle national. À plus long terme, si les services publics, la sécurité et l'emploi ne s'améliorent pas, la déception peut être d'autant plus forte. Le décalage entre récit politique et expérience quotidienne devient alors un facteur d'instabilité sociale. Pour les pays voisins et la région dans son ensemble, l'impact est stratégique. La coexistence de deux ordres régionaux concurrents complique la coopération contre les menaces transnationales, qu'il s'agisse de groupes armés, de trafic ou de flux migratoires. Les États restés dans le cadre traditionnel renforcent leurs alliances internes, tandis que d'autres observent et testent des positions intermédiaires. Cette recomposition fragmente la confiance et allonge les délais de réponse collective. À ces 4 niveaux s'ajoute un effet transversal, la normalisation du choix unilatéral. Lorsqu'un État se retire sans coût immédiat visible, l'acte cesse d'être exceptionnel. Il devient une option parmi d'autres. Cette logique influence les calculs politiques ailleurs, surtout là où la légitimité des institutions régionales est déjà contestée. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère symbolique. Elle cristallise une promesse de rupture et de contrôle national qui dépasse les frontières. Mais le symbole ne garantit pas l'issue. Les conséquences observables montrent une réalité plus nuancée. Des gains politiques rapides, des coûts opérationnels différés et un équilibre régional désormais plus instable qu'auparavant. On peut d'abord envisager un scénario de base qui repose sur une stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, le nouvel alignement ne provoque ni effondrement ni transformation rapide. Les institutions nationales s'adaptent lentement.
Les partenariats alternatifs compensent partiellement la perte des mécanismes régionaux et les flux économiques se maintiennent à un niveau comparable. Les tensions existent, mais restent gérables. L'ordre régional fragmenté devient la nouvelle normalité, sans vainqueur clair ni rupture spectaculaire. On peut aussi imaginer un scénario optimiste, où l'alliance alternative se consolide effectivement. Les États membres parviennent à coordonner sécurité, logistique et investissement, et l'accès maritime est progressivement converti en avantage opérationnel. Les projets d'infrastructures avancent, les échanges se diversifient et la légitimité politique des régimes militaires se renforce par des résultats tangibles. Dans cette hypothèse, le discours de souveraineté gagne en crédibilité et des figures comme Ibrahim Traoré apparaissent comme les précurseurs d'un modèle régional viable. A l'inverse, un scénario pessimiste verrait s'accumuler les fragilités. Les promesses ne se traduisent pas en améliorations concrètes, les financements manquent et les capacités administratives sont dépassées. L'isolement relatif accroît la vulnérabilité économique tandis que les défis sécuritaires persistent. La déception populaire s'installe, affaiblissant la cohésion interne. Le réalignement devient alors un facteur d'instabilité supplémentaire plutôt qu'un levier de transformation. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Si les choix actuels produisent des capacités mesurables, alors la rupture pourra être jugée stratégique. Si, en revanche, il reste cantonné au registre symbolique, le coût politique et social augmentera avec le temps. Le véritable indicateur à suivre n'est pas la rhétorique, mais la capacité à convertir une autonomie proclamée en bénéfice observable. Pour le citoyen ordinaire, ces recompositions géopolitiques peuvent sembler lointaines. Pourtant, leurs effets se traduisent par des choix concrets, qui finissent par toucher le quotidien. Le premier concerne la sécurité de l'information. Lorsque les cadres régionaux se fragmentent, les récits se multiplient, souvent contradictoires. Comprendre les enjeux devient un acte civique, car la désinformation prospère dans les zones grises, laissées par l'affaiblissement des institutions communes. Le deuxième effet touche à l'économie vécue. Les décisions prises à l'échelle des États influencent les prix, l'emploi et la stabilité des échanges. Même pour ceux qui ne commercent pas directement, l'incertitude régionale peut se refléter dans le coût de la vie et la disponibilité des services. Observer ces dynamiques permet d'anticiper plutôt que de subir. Le troisième impact est générationnel. De nombreux jeunes perçoivent le discours de souveraineté comme une promesse de dignité et d'autonomie. Cette aspiration n'est pas illégitime. Elle explique pourquoi des figures comme Ibrahim Traoré suscitent un écho au-delà de leur pays. Mais cette adhésion émotionnelle gagne à être accompagnée d'une lecture critique, attentive aux conditions réelles de mise en œuvre. Pour le spectateur, l'enjeu n'est donc pas de choisir un camp idéologique, mais de développer une grille d'analyse. S'interroger sur les capacités, les compromis et les délais aide à distinguer transformation durable et pari risqué. Ce regard informé constitue déjà une forme de participation, modeste mais essentielle, à un débat qui façonnera la région dans les années à venir. Une trajectoire crédible nécessite désormais plus que des déclarations de principe. La première étape consiste à clarifier les priorités immédiates. Sécurité des infrastructures clés, continuité administrative et maintien des échanges essentiels doivent être traités avant toute ambition de transformation profonde. Sans cette base, les promesses de souveraineté risquent de rester abstraites. Ensuite, il devient essentiel d'impliquer la construction de capacités internes. Cela signifie renforcer les administrations techniques, former des cadres et stabiliser les mécanismes budgétaires. L'autonomie ne se mesure pas à la rupture avec des partenaires, mais à la capacité d'exécuter des politiques publiques cohérentes. Dans cette phase, les choix d'alliances extérieures doivent être évalués selon le rapport concret et non leur seule affinité idéologique. Puis, la coordination régionale alternative doit passer du discours à l'ingénierie. Sécurité collective, logistique et commerce exigent des règles communes, même dans un cadre rejetant l'ancien multilatéralisme. Sans protocole clair, l'alliance reste un symbole plus qu'un outil. C'est ici que les expériences observées au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré servent de référence partielle. Elles montrent à la fois la force mobilisatrice du discours et les limites
pratique de sa mise en œuvre. Enfin, il faut aussi penser à la gestion des attentes sociales. Les gouvernements doivent communiquer sur les délais, les contraintes et les compromis. Présenter la transformation comme un processus graduel réduit le risque de désillusion brutale. Enfin, l'évaluation régulière des résultats devient indispensable. Mesurer, ajuster, corriger permet de transformer un pari politique en trajectoire adaptable. Cette feuille de route n'offre aucune garantie de succès. Elle définit cependant un chemin minimal pour tester si la rupture actuelle peut se traduire en gains durables plutôt qu'en simples moments symboliques. Au point de départ, il y avait un port discret, des procédures routinières et des décisions techniques rarement visibles. Ce motif initial revient maintenant comme un symbole élargi. Ce qui se joue ne concerne plus seulement des documents signés ou des alliances annoncées, mais la capacité d'un État à transformer un choix politique en réalité vécue. Les ajustements observés au quotidien révèlent la distance entre l'intention et l'exécution. Le récit de souveraineté a une force indéniable. Il parle de contrôle, de dignité et de rupture avec un passé jugé stérile. Il explique pourquoi des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont devenus des repères émotionnels dans une région marquée par la frustration et l'attente. Pourtant, l'émotion ne remplace pas l'organisation. Elle peut ouvrir une fenêtre historique, mais elle ne garantit pas ce qui suit. La conclusion qui s'impose est moins spectaculaire que les slogans. Les transformations durables se construisent lentement dans la continuité des choix administratifs, des investissements patients et des compromis assumés. Le port, à nouveau, devient la métaphore centrale. Une ouverture peut relier ou exposer, renforcer ou fragiliser. Et si l'on devait retenir une seule idée, ce serait celle-ci. La souveraineté commence après l'annonce. La séquence observée invite moins à l'adhésion qu'à la réflexion collective. Elle pose une question centrale. Comment mesurer le succès d'une rupture politique dans un environnement régional instable ? Les symboles sont puissants, mais ils ne constituent qu'un point de départ. Ce qui comptera, ce sont les effets cumulés sur la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Pour les observateurs, les chercheurs et les citoyens, l'enjeu est de maintenir un espace de dialogue informé, comparer les trajectoires, examiner les résultats concrets et éviter les lectures binaires permet de dépasser l'opposition stérile entre fidélité à l'ancien ordre et fascination pour le nouveau. La figure d'Ibrahim Traoré cristallise ce débat, non comme une réponse définitive, mais comme un révélateur des attentes et des tensions actuelles. La question ouverte reste volontairement simple. Dans les mois à venir, quels indicateurs permettront de distinguer une souveraineté opérationnelle d'une souveraineté proclamée ? La réponse n'appartiendra pas à un seul acteur. Elle émergera des faits, des choix assumés et de la capacité collective à tirer des leçons, sans complaisance ni rejet réflexe.